Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la correction de la fiche que je vous ai donnée sur ce chapitre 2 de notre deuxième partie d'histoire, la décolonisation et la création de nouveaux États. Nous sommes bien, donc deuxième partie, dans le monde depuis 1945. Nous avons vu précédemment la guerre froide. En fait, la décolonisation se déroule au cours de la guerre froide et par certains aspects, elle en est une des facettes. Alors c'est ce que nous essaierons de voir au cours de cette correction. Alors cette correction, je vous rappelle qu'elle doit être faite dans votre cahier. C'est un exercice d'auto-correction. Cela signifie que vous devez être vigilant sur 3 points par rapport à vos réponses, donc soyez attentifs, et par rapport à ce que vous lisez, évidemment, et ce que vous entendez dans cette vidéo d'explication. D'une part, vos réponses sont-elles exactes, correctes? Avez-vous compris, tout simplement? Deuxième point, sont-elles complètes? N'avez-vous rien oublié? Troisième point, sont-elles correctement rédigées? Sont-elles correctement construites? Auquel cas, vous n'hésitez pas à recopier les réponses pour avoir un exemple de réponse correctement construite. Alors, la première question est un petit peu longue. En fait, je prends le parti de développer, de détailler. Je me permets de donner des informations précises pour justement pallier l'absence du cours en classe. C'est la raison pour laquelle ces corrections sont parfois très détaillées et ces vidéos parfois un peu longues. Mais avec les classes virtuelles, c'est le seul moyen que nous avons pour essayer de donner les explications qu'une fiche telle qu'elle, toute seule en tout cas, ne suffit pas à apporter. Alors, le premier document est celui-ci, c'est donc le document 4, page 105, qui vous présente trois positions en faveur de la décolonisation. Donc les États-Unis, l'URSS et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui se prononcent pour la décolonisation, c'est-à-dire l'accession par les peuples dominés, les peuples colonisés par les Européens au 19e, voire un peu plus tôt au 18e siècle, leur accession à la liberté, c'est-à-dire qu'ils deviennent de nouveaux États, des États libres et indépendants, et non plus dominés par une autre puissance. Rappelez-vous ce qu'on avait vu en quatrième sur la constitution des empires coloniaux au 19e siècle par les Européens. Les États-Unis, donc ici à travers donc le président Roosevelt en 1941, expliquent que tout simplement, ils ne peuvent pas ne pas être enfin, ils ne peuvent pas être incohérents, ils doivent rester cohérents. S'ils luttent contre la servitude fasciste, c'est-à-dire contre l'Allemagne nazie à ce moment-là, ils ne peuvent pas accepter que d'autres peuples ailleurs soient sous la domination d'une puissance coloniale. C'est une question de cohérence. L'URSS, ici, on voit que ces motifs sont surtout idéologiques. C'est la doctrine Jdanov, et rappelez-vous, on est bien dans le contexte de la guerre froide, d'une guerre idéologique, et ici, il se présente l'URSS comme le seul vrai défenseur de la liberté et de l'indépendance. En fait, le motif est vraiment idéologique, et c'est une position qui est ancienne. L'URSS est opposée aux colonies, à la colonisation, depuis quasiment son existence. Elle y voit en fait un aspect de la domination capitaliste, un des visages que cette domination a, pas simplement économique, mais aussi politique, à travers l'asservissement de peuples par les Européens. Et enfin, l'ONU, dont le but est de maintenir la paix dans le monde et qui considère que les peuples, par conséquent, tous les peuples ont le droit de décider par eux-mêmes de leur destin. C'est ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous avez ici le passage. Je rappelle également dans la réponse, petite précision qui n'est pas inutile, c'est que les États-Unis ont une histoire, courte certes, mais une histoire d'ancienne colonie, justement, et qui a accédé à l'indépendance à l'issue d'une guerre d'indépendance. Ils sont donc particulièrement sensibles à cette situation qu'ils jugent inadmissible de privation de liberté de ces peuples-là colonisés par les Européens. Et enfin, un dernier aspect pour terminer sur cette présentation, puisque c'est un exercice ici qui permet d'introduire le contexte. Les puissances européennes sont affaiblies par la guerre. Elles ont été très touchées par les destructions ou ruinées par l'effort de guerre, c'est le cas de l'Angleterre. Et puis, les peuples colonisés ont bien pris conscience, leurs élites en tout cas, qu'elles ont joué un rôle majeur, qu'ils ont joué ces peuples, un rôle majeur dans la victoire finale donc des Européens, du moins contre l'Allemagne nazie. Et par conséquent, en attendent une légitime reconnaissance qui ne vient pas, ou en tout cas pas assez, qui est très insuffisante par rapport aux efforts consentis, aux promesses parfois qui leur ont été faites. Et dans certains cas, eh bien, ces pays, en désespoir de cause souvent, basculent dans une guerre d'indépendance. Ce à quoi la France devra faire face donc en Indochine, pardon, et d'autre part en Algérie un peu plus tard. Voilà. Et puis ce sont des guerres qui finalement sont en contradiction avec les principes dont se réclament les puissances européennes, qui sont les berceaux de la démocratie. Donc très vite, les opinions publiques ne vont plus du tout en Europe accepter
que l'on fasse la guerre contre des peuples pour les empêcher de devenir libres. Bref, il y a, vous voyez, un ensemble de raisons nombreuses qui expliquent que la décolonisation, elle est inéluctable. Elle ne peut que se réaliser. Elle va simplement arriver de différentes manières et pour chaque pays, pour chaque peuple, elle sera différente. Alors un exemple, celui de l'Inde, un exemple qui nous montre, donc ici petit rappel, colonie du Royaume-Uni, vous avez compris, qui nous montre l'importance des personnages historiques. Gandhi, leader indépendantiste, certes, mais aussi d'une certaine manière, on peut employer le terme de leader spirituel, au sens où il va donner réellement un sens philosophique à son action et une originalité, puisqu'il va prôner la non-violence. Non-violence qui va donner justement un grand retentissement à cette action, ce qu'on appellerait aujourd'hui une très grande publicité. En tout cas, ça va lui donner une image très positive, car cette non-violence, qui se traduit par la résistance passive, la désobéissance civile, le fait de ne pas acheter les produits britanniques, ce qu'on appelle aussi le boycott, eh bien, tout cela va lui donner à la cause de l'indépendance de l'Inde une image très positive partout dans le monde. Voilà, c'était les premières questions. Je reviens avec vous. Gandhi est en fait un membre de l'élite indienne. Il a fait ses études en Angleterre, il exerce le métier d'avocat, mais il va prendre fait et cause, il va s'engager corps et âme dans cette lutte pour l'indépendance. Et avec une dimension qu'il ne faut pas négliger, parce qu'elle fait partie du personnage et de son message, une dimension spirituelle, qui a toujours été présente. Ce n'est pas le cas de Nehru, qui lui est une figure plus proprement politique, dans la mesure où c'est un des dirigeants du parti du Congrès, ce parti indépendantiste. Vous voyez que l'aspiration à l'indépendance est ancienne en Inde. Eh bien, c'est lui qui sera le premier ministre de l'Inde au moment de son indépendance. Donc on a ici une figure plus politique. D'ailleurs, c'est lui qui sera à la table des négociations pour le plan qui permet l'indépendance de l'Inde en 1947. Voilà. Alors justement, cette indépendance en 1947, elle se déroule pas si bien que ça. Elle se déroule même mal si on regarde les conséquences. Ce que cet extrait vidéo vous montre, et également le document 5, page 97, que nous allons par conséquent aller regarder ensemble, parce qu'il va nous permettre, le document 5, page 97, de comprendre, de comprendre justement qu'est-ce qui se passe, ce qui fait la particularité de l'indépendance de l'Inde. Voilà, je n'arrivais pas à voir ici les pages, donc à y accéder, c'est fait maintenant. Alors, page 97, voilà, vous aviez cette carte-là qui vous montre en fait que il n'y aura pas un seul État unifié, mais deux, Pakistan, vous voyez, occidental-oriental, et l'Union indienne. Donc c'est un échec par rapport aux aspirations de Gandhi, qui ne voulait pas de cette partition, puisque c'est le terme qu'on emploie, c'est celui qu'il fallait donner dans la réponse. Cette partition se déroule très mal, parce qu'elle donne lieu à des transferts de population massifs et des violences extrêmes à ce moment-là. Alors pourquoi des transferts, pourquoi une partition? Eh bien parce que ce qu'il a emporté, c'est la logique que nous appellerions aujourd'hui identitaire. La caractéristique sur laquelle se fondent ces États est une caractéristique religieuse. L'Union indienne est à majorité hindoue, le Pakistan à majorité musulmane. D'accord? Donc cette dimension-là montre bien l'échec d'une tentative d'entente qui n'a pas pu avoir lieu. Au contraire, au moment des transferts de population, les massacres sont commis par les deux camps et à très grande échelle. Il y a la vidéo, mais aussi les travaux des historiens les évaluent à plusieurs centaines de milliers de victimes. On ne sait pas très bien parce qu'on n'a pas les moyens de comptage, mais on sait que c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de victimes. Donc à ce niveau-là, c'est un véritable drame, la partition de l'Inde. Voilà. Alors, petite remarque, le Pakistan oriental aujourd'hui s'appelle le Bangladesh et est devenu un État indépendant. Voilà, ok. Donc, je reprends avec vous la correction. Je reprends avec vous Donc, quelles sont les conséquences humaines? Voilà, c'est la réponse qu'on vient d'apporter, que je viens de vous expliquer. Le petit reportage pour approfondir vous montre qu'il y a encore aujourd'hui, depuis 1947, des familles qui souffrent en quelque sorte de cette partition, puisqu'elles sont séparées, qu'elles ne peuvent pas en tout cas se voir voyager librement, qu'il y a donc une situation de conflit encore entre ces deux États, qui n'est pas résolue complètement. Il y a eu des guerres, plusieurs guerres depuis 1947 entre l'Inde et le Pakistan, et il y a aujourd'hui toujours des tensions. Or, aujourd'hui, ce sont deux pays qui possèdent l'arme atomique nucléaire, donc ce sont des tensions qui, certes, se neutralisent par l'effet de la dissuasion nucléaire, mais qui, tout de même, ont une dimension qui est potentiellement plus grave.
Voilà, bon, mais bon, voilà, je n'en dis pas plus, hein, mais ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Ce sont des points de tension du monde d'aujourd'hui. Vous voyez, un héritage de la colonisation qui n'a pas été soldé en quelque sorte, un conflit qui n'est toujours pas résolu. Alors, à quelles difficultés se heurte la construction de nouveaux États indépendants? C'est le deuxième point. Donc ici, vous deviez aller lire page 104. Donc on va regarder ensemble le paragraphe C, hein, essentiellement, qui vous présente en fait la situation euh, après l'indépendance. Donc les anciennes colonies deviennent des États à part entière dotés de constitution. Hein, c'était l'une des réponses à donner. Donc, vous voyez clairement ici l'adoption de la constitution de l'Inde. Voilà, donc les jeunes États majoritairement ruraux et peu industrialisés doivent affronter de grandes difficultés. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein, c'est qu'ils ne sont pas développés, ils doivent se développer, ils doivent essayer d'atteindre un niveau de développement. Ils seront aidés, mais il n'empêche qu'ils partent de bas en quelque sorte, que pendant longtemps ils vont former, pas eux seulement, mais ils feront partie de ce qu'on appelle le tiers-monde, de cette partie du monde qui vit dans des conditions difficiles, qui doit se développer économiquement si elle veut rejoindre le niveau de vie des pays dits développés, justement. L'Inde y réussit. Aujourd'hui, c'est une grande puissance économique, même si en Inde, il y a beaucoup, beaucoup de pauvres encore. Les inégalités sont très fortes. C'est pour ça qu'on ne dit pas que l'Inde est un pays développé. On dit simplement que c'est une grande puissance économique. Ça, c'est indéniable. Mais elle n'est pas encore un État développé au sens où l'ensemble de la population aurait des conditions de vie globalement satisfaisantes. Non, non, les écarts sont vraiment, vraiment très forts encore aujourd'hui. Et puis pour d'autres pays, notamment si je regarde ici la carte avec vous, beaucoup d'États africains n'ont pas décollé en quelque sorte depuis la période de la colonisation. Hein. Sont toujours des États pauvres qui ne réussissent pas pour un tas de raisons, on ne va pas les développer ici, mais il n'empêche qu'ils ont en commun d'être des États qui ne sont pas, qui n'atteignent pas un niveau de développement satisfaisant. Donc c'est difficile hein, après l'indépendance. C'est difficile aussi politiquement, puisqu'ils vont devoir à un moment donné, plus ou moins, comme je le disais tout à l'heure en introduction, choisir un des deux camps de la guerre froide. Voilà. Donc l'Inde, par ailleurs, ce sont des États souvent confrontés à une forte croissance démographique. C'est le cas de l'Inde, pas seulement, mais l'Inde est un bon exemple à ce niveau-là. Et donc qui dit forte croissance démographique dit eh bien, beaucoup, beaucoup d'infrastructures, d'équipements, de construction, de financement dont les pays n'ont pas toujours les moyens, hein, et même rarement, et donc un niveau de vie très bas. Voilà. Alors pour terminer, la conclusion, c'est qu'on a ici, donc les temps forts de la décolonisation a lieu entre 1947 et 1962, hein, c'est ce que nous montre à nouveau la carte du document 3. On voit que c'est vraiment cette période-là au cours de laquelle a lieu le plus de décolonisation, c'est-à-dire d'accès à l'indépendance. Et puis c'est d'abord en Asie, et puis beaucoup ensuite en Afrique, hein, si on peut schématiser. Ok, voilà donc voilà, on a vu l'essentiel, je ne vais pas en dire davantage, la vidéo est déjà suffisamment longue. On en pourra en reparler en classe virtuelle si vous avez des questions. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage, bon travail. À bientôt, au revoir.